Quand on veut se procurer un objectif à focale fixe d'environ 30-35 mm pour les appareils Sony APS-C, genre série 6000, 6700 ou ZV-10, eh bien on a l'embarras du choix. Il y a beaucoup de marques qui proposent des objectifs à 30, 33 ou 35 mm. Il y a Sigma qui a le fameux 30 mm f1.4, mais qui a aussi un 30 mm f2.8, je crois qu'il y a aussi un 35. Il y a Viltrox, il y a Samyang. Et puis bien sûr, il y a Sony qui propose au moins deux objectifs. Un 35 mm FE, f1.8, et puis un 35 mm f1.8 également, mais pour les APS-C OSS. C'est ce dernier objectif que j'ai acquis après réflexion il y a quelques semaines et que je teste depuis dans différentes situations comme je vais vous le montrer. Mon choix s'est porté sur cet objectif parce que je suis tombé sur une bonne occasion. Il y avait un gros rabais au moment où je l'ai acheté. Et puis aussi parce qu'il est stabilisé. C'est quand même un petit plus, même si la stabilisation ne fait pas tout, que ce soit en photo ou en vidéo. Et puis, enfin, couplé avec le ZV-10, le ZV-10 premier du nom, eh bien, ça forme un ensemble extrêmement petit, extrêmement léger, extrêmement compact. Et c'est une des raisons des raisons principales pour lesquelles j'ai voulu associer cet objectif à cet appareil. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose ici de découvrir pour commencer un petit étang que j'aime beaucoup. Et puis nous visiterons différents endroits pour, comme je l'ai indiqué en introduction, tester ce petit objectif, le Sony 35 mm f1.8 OSS. C'est un objectif déjà ancien que je teste depuis quelque temps. Je l'ai utilisé en ville, je l'ai utilisé au bord d'une rivière. Nous allons l'utiliser ici dans cet environnement, près de l'étang. Alors il fait gris, on verra ce que ça donne. C'est une lumière de fin d'automne, début d'hiver, avec plus beaucoup de couleurs, mais j'espère trouver quelques reflets, quelques points de vue intéressants. Puis peut-être qu'on s'arrêtera dans un village tout à l'heure pour prendre une ou deux photos. Il y a d'anciennes maisons qui paraissent intéressantes, peut-être, à photographier. L'un des intérêts de cet ensemble, du ZV-10, combiné à ce petit objectif 35 mm, c'est qu'on peut très facilement l'enfiler dans une poche. Alors là, j'ai des grandes poches, c'est vrai, mais quand même, voilà. Il est transportable, disons, dans un tout petit sac. C'est un ensemble très compact. Un autre intérêt de ce 35 mm, c'est la focale. 35 mm en équivalent plein format, c'est environ 50 mm. Et 50 mm, eh bien, c'est ce qu'on appelle une focale ou la focale normale. Ça correspond à peu près à ce qu'on voit avec notre regard, au champ de vision qu'on a quand on regarde un paysage. C'est du 50 mm, c'est ce qu'on raconte en tout cas. J'ai commencé la photo il y a de très nombreuses années, à l'époque de l'argentique, et le kit de base à l'époque, eh bien, ça comprenait 3 objectifs. Il n'y avait pas encore, ou c'était le tout début, mais pas encore beaucoup d'objectifs zoom. Donc on avait 3 focales fixes, le grand angle, souvent c'était un 35 mm, plein format, un téléobjectif, c'était un 135 mm, et puis la focale de kit que tout le monde avait, c'était le 50 mm, 1.8, 1.4 quand on était plus fortuné. Donc je me retrouve avec une focale dont j'ai un peu l'habitude, même si je l'ai perdue depuis longtemps parce que j'utilise principalement des zooms pour la photo de paysage. Mais je me retrouve donc avec un 50 mm
équivalent plein format toujours. Et c'est une focale intéressante, mais évidemment, travailler avec une focale fixe quand on a l'habitude de travailler avec des zooms, c'est un peu un challenge. Ici, autour de cet étang, j'ai de la peine à trouver des prises de vue que j'apprécie. J'aimerais pouvoir bouger, zoomer. Je ne peux pas m'enfiler dans l'étang. Je peux difficilement bouger parce que les berges sont très instables et inondées pour la plupart. Donc voilà, je dois faire avec une focale fixe. Donc j'ai pris une ou deux images. Je vais peut-être encore en prendre encore une ou deux. Et puis je vais en rester là. Je vous présenterai d'autres images prises dans d'autres lieux. Il faut que je m'habitue à cette focale de 50 mm. Me voilà dans un village avec pas mal de circulation et derrière moi une vieille ferme, à moitié abandonnée d'ailleurs, et je pense qu'il y a là une photo à faire. On va voir ce qu'on arrive à faire avec un 35 mm focale fixe. Je vous laisse découvrir cette ferme. Je m'arrête ici le long d'une petite rivière. Il y a de quoi tester ici la stabilisation de l'objectif. Je vais vous montrer l'endroit et j'ai fait quelques essais jusqu'à 1/6 de seconde. J'ai des doutes quant à la netteté obtenue avec de telles prises de vue, mais je vais regarder ça, je vous le montrerai. Puis on pourra analyser ça une fois que je serai de retour devant l'ordinateur. Regardez l'endroit en attendant. Ce qui m'a intéressé, évidemment, le cadrage est très différent avec le 35 mm. Mais ce qui m'a intéressé, c'est cet arbre vert au milieu de la rivière, avec un tout petit peu d'avant-plan sur les herbes vertes ici, et puis de l'autre côté, de la couleur ici. Évidemment, j'ai supprimé au maximum le ciel ici, qui est très perturbant et qui n'apporte rien. On verra ce que ça donne. Quelques images prises en comptant sur la stabilisation de l'objectif, puisque le ZV-10 n'est pas stabilisé, lui. J'ai pris avec moi mon ZV-10 sur lequel j'ai monté le petit 35 mm f1.8 de Sony. Alors évidemment, ça limite un peu la variation de focale, puisque c'est une focale fixe. Il faut choisir sa composition en fonction de la focale qu'on a sur l'appareil. Et là, comme j'ai pas de filtre UV, filtre CPL adapté à cet objectif, je vais utiliser un filtre un peu plus grand que je vais tenir à la main devant. J'espère que ça va fonctionner. On va être à un quart de seconde, quelque chose comme ça. 1/6 de seconde. J'espère que je vais réussir à en faire une qui soit bonne. Un petit test de ce qu'on peut faire avec ce 35 mm. Je vous propose maintenant d'examiner un petit peu les qualités optiques de ce petit objectif
en utilisant une mire de ma conception. Et puis, nous reviendrons sur quelques-unes des images que je vous ai déjà présentées pour voir les conditions de prise de vue et ce que ça donne dans la réalité. Nous avons donc cette mire, un peu de travers, je m'en excuse. Ici, nous sommes à f1.8 et puis on va aller de l'avant avec les différentes ouvertures que nous propose cet objectif. À pleine ouverture, ici, on a un objectif qui est correct, mais sans plus. Si je me mets à 100%, on voit que la netteté n'est pas, le piqué n'est pas extraordinaire. Que ce soit au centre, alors là j'ai été trop vite, que ce soit au centre ou sur les bords, il y a vraiment une faiblesse. En tout cas ici on voit bien que l'écriture n'est pas très nette, l'écriture de la partition n'est pas très nette, et sur les cartes on n'a pas non plus un piqué extraordinaire. Je vous propose de garder cette image comme référence. Elle se trouve donc à gauche ici et on va la comparer avec les autres ouvertures que nous propose cet objectif. On est donc ici à f2, la différence n'est pas flagrante. Et si je vais dans les bords, honnêtement, c'est un petit peu mieux peut-être. Voyons de l'autre côté. Mais c'est pas extraordinaire encore à f2. Par contre ici, si je passe à f2.8, on a déjà une amélioration tout à fait significative ici dans les bords. Ici, si vous regardez le Montaigu, on voit qu'il est déjà beaucoup plus net. Et évidemment au centre, l'amélioration est aussi perceptible. Nous allons passer à f3.5. Et là encore, on voit une nette amélioration. À partir de là, j'ai envie de dire que l'objectif est vraiment très bon. Du centre jusque sur les bords, il n'y a aucun problème. On va passer à f4. Ben là, la différence saute aux yeux, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment spectaculaire. Donc, c'est un objectif qui est un peu faible à pleine ouverture, même si ça reste tout à fait acceptable, mais qui, dès qu'on ferme un petit peu, et en particulier à partir de f2.8, f3.5, eh bien, est vraiment tout à fait intéressant. Ici, j'ai mis f5.6, et maintenant f8, un Lightroom qui me fait des misères. Voilà, f8, là encore, on a un piqué dans les bords tout à fait remarquable. Et puis au centre aussi, évidemment. À f9, pas de changement. À f11, on commence à avoir un petit peu de diffraction. Et on est un petit peu moins bien qu'à f8. Je pense que le meilleur, c'est jusqu'à f8. À partir de f9, f11 là, et puis si je vais dans les extrêmes, je crois que j'ai mis f16 ici, eh ben on retrouve un piqué qui ressemble à celui de f1.8, même peut-être un peu moins bon, à cause de la diffraction. Donc il vaut mieux éviter d'aller jusqu'à ces extrêmes. Est-ce que j'ai même été jusqu'à f22? Non, mais j'ai pris 2 fois f16, dans le doute d'avoir bougé, mais honnêtement, on est même moins bon à f16 qu'à f1.8. Donc si je reviens ici à f8 et que je compare de l'autre côté ici à f4, le f8 est presque encore meilleur que le f4, mais c'est quand même assez léger comme différence.
Nous avons donc un objectif tout à fait correct, un petit peu faible à pleine ouverture, mais sans que ce soit franchement mauvais, et puis qui devient très vite très bon à partir de f2.8, f3.5. On a déjà un piqué tout à fait respectable, et à partir de f4, il est excellent du centre jusqu'au bord. C'est qu'à partir de f9, f11 qu'on commence à avoir un peu de mou à cause de la diffraction. Après f16 et tout ça, on est vraiment dans des excès qui font qu'il faut éviter ces toutes petites ouvertures. Après cette mise, je vous propose un autre exercice contraignant pour ce type d'objectif, c'est de vérifier les aberrations chromatiques. Et puis également après, je vous proposerai de revenir sur l'une ou l'autre des images que je vous ai déjà présentées, que j'ai prises tout à l'heure pendant la promenade, pour voir notamment ce que donne la stabilisation de l'objectif, jusqu'à quel point on peut descendre dans les vitesses avec un objectif comme celui-là. Nous sommes ici dans une image qui est prise à f8, en contre-jour, et si je me mets à 100%, on peut voir qu'on a pas mal d'aberrations chromatiques, notamment là sur les fruits du tulipier et sur ces petites branches ici. Évidemment, ça se corrige assez facilement quand on est dans un logiciel comme Lightroom ou j'imagine n'importe quel autre logiciel. Mais enfin, c'est très marqué à f1.8. Si je passe à f4, c'est moins marqué, mais c'est toujours présent quand même. On voit ici, là, qu'on a toujours des aberrations chromatiques. Encore une fois, assez facile à corriger. Ah, c'est plutôt propre, hein. C'est un clic de souris quand même pour corriger ces aberrations chromatiques. Enfin, il faut savoir qu'elles sont présentes et que dans des situations comme celle-ci, on va les découvrir au moment d'agrandir l'image. Par contre, à f8, on a une situation tout à fait propre, peut-être pas tout à fait la même clarté, mais même si je monte un petit peu encore la luminosité, on n'a pas du tout d'aberration chromatique. Je vous propose d'examiner maintenant une des images que j'ai prises au bord de la rivière. C'était un environnement plutôt sombre, donc les vitesses sont très basses, un 15e, un 10e, un 8e, j'ai même été jusqu'à un 6e. Je vous propose de regarder ce que ça a donné. Voilà donc cette image que je vous ai présentée. Elle est, comme vous pouvez le voir ici sur l'écran, à 1/8 de seconde, à ISO 100. J'ai fait exprès de ne pas monter les ISO pour voir ce que ça donnait. C'est pris donc avec le ZV-10. Et si on zoome à 100%, c'est pas un piqué extraordinaire, mais c'est quand même net. On voit ici ces feuilles ici qui sont nettes. Le manque de netteté sur la pierre ici pourrait même provenir d'un problème de focus plus que d'un problème de bouger. Il ne me semble pas qu'il y ait un énorme bouger sur cette photo. Donc 1/8 de seconde, ça passe. Je dois avouer que j'ai pris un certain nombre d'images et qu'il y en a beaucoup à 1/8 de seconde qui étaient largement bougées. J'en ai une autre ici, me semble-t-il. Alors celle-là, elle est à 1/20 de seconde, donc il n'y a pas de souci. Et ici, j'en ai même une que j'ai prise à 1/6 de seconde. On est dans la même gamme de netteté qu'avec le 1/8 de seconde. Il y a peut-être un petit peu de bouger, mais ça reste utilisable. Donc avec la stabilisation de cet objectif, on peut descendre à 1/10, à 1/8 de seconde en faisant très attention. C'est tout à fait possible. Il faut dire que c'est quand même une focale 50 mm équivalent plein format qui n'est pas hyper sensible au bouger. On n'est pas
dans du téléobjectif à 100, 150 ou 200 mm. J'arrive au terme de cette vidéo. Ma conclusion, c'est que ce petit objectif est tout à fait utilisable, et c'est un objectif ancien, il a une conception qui date d'une douzaine d'années. Il reste pourtant tout à fait d'actualité. Alors certes, comme je l'ai dit, il a des concurrents qui seront plus performants, comme le Sigma 30 mm f1.4. Je ne l'ai pas utilisé, mais d'après les revues que j'ai pu visionner, c'est vraiment un excellent objectif qui surpasse en termes de qualité d'image ce petit Sony. Mais le Sony, justement, il a cette compacité, cette légèreté qui fait qu'avec un ZV-10, eh bien, on a un ensemble très compact, très léger, qu'on peut emporter facilement. Si on veut faire par exemple de la photo de rue, j'en ai fait un petit peu avec, je vous mettrai quelques images tout à l'heure. Donc c'est un ensemble tout de même performant et encore une fois extrêmement compact. Donc pour ma part, je suis satisfait de l'usage de cet objectif et je suis content de l'avoir dans ma panoplie. Et puis c'est aussi un objectif qui va très bien pour la vidéo, c'est celui que j'utilise maintenant, que j'ai utilisé pendant toutes ces séquences ici à la maison, et il est très pratique. Grâce à sa grande ouverture, eh ben, les problèmes d'éclairage sont plus faciles à gérer. Donc oui, un bon petit objectif, un bon petit soldat pour le ZV-10, je peux que vous le recommander, mais il faut accepter qu'il a des limites en termes de qualité d'image à pleine ouverture, ça c'est certain. Nous sommes au terme de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous remercie de m'accorder un petit pouce en haut, ça m'encourage. Et puis si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous ne manquerez pas les prochaines vidéos que je publierai très prochainement. En attendant, je vous dis à bientôt et salut bien.